Allô tout le monde, c'est Rémi. Donc aujourd'hui, on est le dernier mercredi du mois. Donc la capsule, ça se trouve être dans mon segment Rencontre avec un entrepreneur. Comme la dernière fois avec Andrew, le futur d'Inverness, je me retrouve dans mon auto où on va cette fois-ci rencontrer Pierre Séguin. Pierre Séguin, c'est un réalisateur de télévision. Donc il se trouve à être connu, mais un peu dans l'ombre. Il n'est jamais nécessairement mis de l'avant, mais c'est lui qui fait beaucoup de spectacles et de spectacles de variété ici au Québec et même pour des productions un peu partout. Et c'est super intéressant parce que Pierre, en fait, je l'ai rencontré, ça fait maintenant 11 ans. Dans le cadre d'une conférence qu'il avait faite à Jonquière. Et suite à cette conférence-là, eh bien, on s'était croisés dans le couloir. Puis, ça avait bien cliqué. On fait les deux un peu des jeux de mots de temps en temps. Et on avait commencé à se parler. Puis, il est super gentil, donc on avait échangé un courriel. Puis, on avait commencé à s'échanger de temps en temps. Puis, je lui avais posé une question, puis il m'avait répondu, tout ça. Puis, à un moment donné, quelques mois plus tard, j'ai un petit peu osé, parce que c'est pas quelque chose qu'on demande nécessairement. Mais après un certain temps, je lui ai demandé, Pierre, j'aime bien ton travail, j'aime bien ta philosophie. Et je voudrais savoir si pour toi, ça te tenterait d'être mon mentor, en fait. Donc, je lui ai clairement demandé et il a accepté. Donc, je me suis référé à lui plusieurs fois, que ce soit pour des projets ou des façons de voir une approche client, comment demander, combien charger et tout ça. Donc, j'ai vraiment appris beaucoup au travail de lui, au travail des années. Puis, par la force des choses, ben, après 11 ans et les nombreux projets ou questions que je lui ai posées, eh bien, on est devenus aussi des amis. Donc, ça nous permet de se voir de temps en temps. Il habite à Montréal. Puis aujourd'hui, ben, on le rencontre à Trois-Rivières parce que justement, ça va donner une autre conférence cet après-midi. Donc, il est toujours comme ça dans l'entraide. Et je l'attrape là à Trois-Rivières pendant que je suis un petit peu plus près de chez moi pour pouvoir faire une entrevue avec lui. J'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous pourrez apprendre certaines choses. Et si vous appréciez le contenu au travers de la discussion, eh bien, je vous invite à aimer la vidéo. Comme ça va m'aider avec l'algorithme de YouTube. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez voir les prochaines vidéos qui portent sur la finance et l'immobilier. Tous les derniers mercredis du mois, je fais une capsule avec un entrepreneur comme aujourd'hui. Et aussi, les vendredis de chaque semaine, c'est des capsules avec les jeunes qui s'appellent « Ce que j'aurais aimé savoir sur l'argent à 16 ans ». Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Bonne écoute! Salut Pierre! Salut Rémi! On va y aller comme ça. Ben oui. Ça va bien? Très bien, très bien, merci. Donc, on est sur l'autopilote, sur l'autoroute. Encore une fois. Ouais, et on va laisser ça aller. Puis, ben c'est ça, je suis content que tu sois là. Moi aussi, je suis content d'être là. Merci. Vraiment. Donc, je voulais voir avec toi, parler un petit peu de ce qu'il en était. D'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Je suis réalisateur de télévision, metteur en scène, directeur artistique. Puis j'ai commencé il y a très longtemps. Pas parce que je suis vieux, c'est parce que j'ai commencé jeune. Mais oui, c'est parce que, évidemment, moi j'ai eu la chance de savoir jeune ce que je voulais faire. Je disais pas que je voulais être réalisateur, je disais que je voulais être caméraman quand j'étais jeune. OK. Fait que dès ma tendre enfance, mes sœurs, qui sont plus vieilles que moi, m'ont amené voir le Capitaine Bonhomme, une émission pour enfants à TVA. Je devais avoir 4 ans, je pense. Et puis, cette journée-là, je me rappelle très bien, on était dans le studio F de Télémétropole à l'époque. Je suis retourné parce qu'on a fait la petite vie là, dans ce studio-là après pour Radio-Canada, mais on le tournait à TVA, j'y reviendrai tantôt. Mais ceci dit, cette journée-là, je me rappelle très bien d'avoir dit OK, c'est le même, ça marche, il y a les 3 caméras, puis là, ça s'en va, l'image s'en va quelque part. Là, j'avais 4 ans, puis j'ai décidé que je voulais être caméraman cette journée-là. OK. Puis ça n'a jamais changé. Je me suis toujours retrouvé dans des sous-télévisions jeunes parce que j'aimais ça, parce que j'allais voir ça. Tu sais, Rémi, c'est comme toi, puis l'immobilier, tu l'as eu naturellement. Moi, j'avais, on dirait, ce goût-là quand j'étais jeune. Puis c'est comme les pilotes de F-18 là, qui ont 20 ans parce qu'ils ont tous les meilleurs réflexes. Ils n'ont pas commencé à s'intéresser à l'aviation à 17 ans. Ouais. Ils ont été d'un cadet à 7 ans, 8 ans, puis c'est une passion, puis ils ont toujours aimé ça. Mais c'est un petit peu ça que j'ai fait, mon cheminement. Je me suis organisé pour que ma job, ça soit mon hobby. Parce que c'est ça que je voulais faire, c'est ça, puis ça m'attirait, puis j'étais toujours rendu dans les studios, puis pour mon plaisir, parce que j'aimais ça. Alors, quand tu transformes ton hobby
en job, tu n'as jamais l'impression de travailler. Puis est-ce que transformer ça, ça a été difficile dans le sens que il y a plein de gens qui ont une passion, qui ont justement une volonté de vouloir suivre ce qu'ils font, mais que finalement c'est compliqué, il y a des obstacles. Pour toi, est-ce que ça s'est fait assez fluidement ou tu as eu des misères et tu as continué quand même à traverser ça? Moi, il n'y avait rien à mon épreuve. Je pense que j'aurais eu plus de difficultés que je l'aurais fait quand même parce que c'est vraiment comme un appel. C'était pas forçant pour moi de m'organiser pour faire ce qu'il fallait faire pour travailler là-dedans parce que c'est ça que je voulais. Alors, je rentrais à 10 ans à Radio-Canada tout seul. Dans ce temps-là, il n'y avait pas les guérites là, qui nous fermaient les portes. Il y avait juste une jolie jeune fille avec un petit chapeau à l'entrée, en arrière d'un comptoir rond. On disait bonjour, elle disait bonjour, puis là, on y allait. Puis quand on démontrait qu'on savait où on s'en allait, elle nous laissait passer, ouais, c'est ça. Elle pensait que c'était sans doute le fils de quelqu'un qui travaillait là. Et non, j'allais m'asseoir dans le studio 42, puis je les regardais répéter. Vedette en direct, Monsieur P, des émissions de variété de l'époque. Parce que c'est ça que je fais. Je fais beaucoup d'émissions de variété, des émissions de musique, des émissions... Je fais un sitcom, j'ai fait La Petite Vie, j'ai fait Paul McCartney sur les plaines, beaucoup de shows au Festival de Jazz, au Francophonie, au Festival d'été de Québec. Fait que c'est essentiellement du live multicaméra, c'est-à-dire du découpage multicaméra, 6, 7, 8, 10, 20 caméras en même temps. Et puis je découpe ça dans un événement qui peut être diffusé en direct ou en différé après. T'es quelqu'un qui se trouve à être assez connu, mais dans les méconnus. T'es connu dans l'ombre. C'est ça, c'est ça. Moi mon dada, c'est pas d'être connu, c'est pas la gloire qui m'attire là-dedans, c'est vraiment de mettre en image, de mettre en image la musique, le talent de d'autres. Puis si je fais bien ma job, les gens s'aperçoivent pas de mon travail. Parce que quand on va voir un show, on s'en fait un découpage avec nos yeux, on regarde la chanteuse, on regarde, oups, il y a un changement d'éclairage, il y a le solo de guitare. On regarde des choses différemment sans s'en apercevoir. Puis quand tu regardes la télé, un spectacle à la télé comme ça, puis que tu vois exactement ce que tu voulais voir, et plus, parce que tu peux aller chercher des close-ups, ce qu'on ne voit pas quand on est assis dans la salle, ben je fais ma job correctement, puis les gens ne s'aperçoivent pas de mon travail. Ça fait que c'est formidable. Puis on dure plus longtemps parce que les gens ne nous connaissent pas. Ils ne se tannent pas. Ça fait que c'est ça. Mais j'ai pas eu à forcer. Évidemment, j'ai fait des études là-dedans, mais pour moi, c'était naturel parce que je savais déjà, comme je dis, ce que je voulais faire dans la vie. Tu sais, moi, comme toi, on est sensible à l'environnement. On s'est acheté des voitures électriques tous les deux. Puis je pense qu'une autre façon de voir à l'environnement, c'est de ne pas dépenser pour rien et de jeter à tout bout de champ des affaires que tu achètes parce que tu ne sais plus la bonne couleur ou c'est plus le bon modèle. Fait que moi, je pense que dans la vie, il vaut mieux attendre d'avoir quelque chose, de ramasser ton argent puis de l'acheter le plus cash possible pour pas le payer 2 fois en intérêt et puis de le garder longtemps, que ce soit des voitures, que ce soit, je sais pas moi, des biens de consommation, une montre, une télé. Tu achètes des bonnes affaires, puis tu les gardes longtemps, jusqu'à la fin de leur vie presque, si tu veux, parce que c'est des bons, oui. Tu fais des bons achats. Comme ça, tu remets pas dans l'environnement des affaires qui doivent être recyclées ou qui sont peut-être pas recyclables. Donc, t'évites de faire du déchet. Puis, je pense qu'une façon de faire ça, c'est justement d'acheter des bonnes affaires de qualité, mais de les garder longtemps. Okay. Puis le fait que souvent les bonnes affaires de qualité justement coûtent un peu plus cher, toi tu penses que justement c'est bien, puis je l'ai fait aussi avec l'auto, puis je l'ai fait, moi je m'étais donné des objectifs quand j'ai acheté mon auto, de faire un certain chiffre d'affaires, ça a été la même chose avec ma montre, donc j'essaye de ne pas les acheter à crédit, puis c'est une bonne façon dans le fond de voir les choses, puis d'attendre, puis ça fait aussi la gratification instantanée est un peu retardée, ce qui fait qu'on a le temps de se penser aussi, est-ce qu'on veut vraiment ça, ou tu sais, toi quand tu as acheté ta première Tesla en 2010, oui. Tu y avais pensé longtemps aussi, c'était pas un coup de tête que tu voyais ça comme ça. Exactement, j'y avais pensé, puis j'étais allé l'essayer même à New York, alors qu'il n'y en avait même pas au Canada, qui n'était même pas homologué sur les routes canadiennes, et encore moins québécoises. Donc, mais là, je me suis dit, tiens, je vais toffer mon autre voiture avant pour, quand je vais acheter celle-là, m'organiser pour que ça fonctionne, la garder longtemps. Je l'ai encore, regarde, ça fait 10 ans. Puis j'ai pas changé la batterie, j'ai rien, je change les pneus là-dessus.
Puis j'ai économisé peut-être, je pense que ça nous le dit hein, sur l'écran de l'ordinateur, combien de barils de pétrole on a économisé. Là. Je pense que je suis assez fier d'avoir économisé comme peut-être 50 barils de pétrole. C'est pas rien, là, quand tu dis... Tu fais ta part, tu fais ta part, puis en même temps, c'est le fun. Fait que c'est un gadget technologique, puis en même temps, tu fais ta part pour l'environnement. Fait que c'est un, comme on dit, un win-win situation. Là. On est gagnant-gagnant là-dedans. L'environnement l'est, puis moi, parce que je trouve ça le fun. Donc, ça a valu la peine d'attendre. Puis, évidemment, c'est des trucs dispendieux, mais c'est des choix que tu fais dans la vie. Moi, j'ai pas de chalet, j'ai pas de bateau, j'ai pas de véhicule récréatif, j'ai pas de... Tu sais, il y en a qui disent « Ah oui, t'as une Tesla, t'en as une deuxième. Oui, mais c'est ça, c'est des choix que tu fais. J'ai pas de chalet, comme je dis, j'ai pas de... Tu sais, j'ai ma maison, j'ai mon chez-nous, puis des bonnes voitures. Fait que tu gardes longtemps aussi. C'est donc, ça. Tu l'as pas changé 3 fois dans la dernière année. Exactement. Dans les 10 dernières années, ce qui fait que tu as mis l'équivalent d'une bonne auto, mais sur 10 ans. Quand il y en a plein qui changent aux 3 ans puis qui vont payer le même prix. Puis tu vois, le choix intelligent aussi que j'ai fait, c'est que le Roadster, le premier que j'ai, c'est un Roadster, il n'y en a pas beaucoup sur les routes. Et là, il recommence à prendre de la valeur. C'est très rare pour les voitures qui recommencent à prendre de la valeur après un certain temps. Puis là ça fait 10 ans que je l'ai. Elle a repris un peu de valeur. Évidemment, pas la même valeur qu'elle avait à l'achat, mais je pense peut-être la garder assez longtemps pour que, quand j'ai décidé de la changer, j'aurais pas de temps à redépenser que ça pour en acheter une nouvelle, tu comprends? Fait que ça aussi, c'est intelligent, mais on ne peut pas savoir. C'est ça, c'est un peu un coup de chance, mais en même temps, c'est un coup de chance qui est avec une certaine pensée, un fond de raisonnement qui dit que ça peut arriver. C'était des autos en édition limitée dans ce temps-là. Donc, Puis l'autre coup de chance que j'ai eu, puis ça, c'est un peu ma manière de fonctionner aussi dans la vie. J'ai eu le feeling. Ça aussi, je fonctionne beaucoup par feeling, tu sais. Je me dis, ça, c'est pour moi, là, je devrais aller là. Puis j'y vais, puis 90% du temps, je ne regrette jamais ma décision parce que c'est une décision du cœur. C'est pas une décision trop réfléchie, puis que là, tu essaies de calculer, puis finalement, ce que j'ai eu comme feeling, c'est d'acheter des actions Tesla en 2010 quand ils ont été mis sur le marché, quand ils sont entrés en bourse, qui étaient 15 piastres américains, qui étaient 23 $ canadiens. Fait que je les ai achetés. J'ai eu un coup de tête, puis j'ai demandé... moi, j'ai un conseiller financier, parce que j'haïs les chiffres, moi, personnellement. Alors, il me dit, tu sais, c'est de la nouvelle technologie, d'habitude... C'était très risqué dans ce temps-là. C'était très risqué, puis ça aurait pu effectivement foirer, c'est ça. Tesla n'était pas connu encore du grand public, comme on en parle aujourd'hui, puis les autos qui sont mis de l'avant. Dans le temps, il n'y avait à peu près pas de nouvelles sur Tesla. C'était une compagnie que les grosses compagnies voyaient arriver, puis qui pensaient qu'elle allait mourir dans l'œuf. On riait de ça, disait, oh mon Dieu, ça va durer, les chars à batterie, tu sais, ça va durer, ça ne durera pas longtemps. Et là, moi, j'ai dit non, j'ai un feeling... fait que j'ai acheté pas mal de stock Tesla. Puis évidemment, aujourd'hui, Aujourd'hui, dernière nouvelle, elle était à 901 ce matin. Elle a été à 980 dans le temps des fêtes dernièrement. Puis là, elle est redescendue parce qu'il y a le coronavirus. Tout le monde capote en bourse là, présentement aujourd'hui. Fait que là, mais faut pas. Ça, c'est du long terme. Je garde ça puis là. Tu ne seras jamais perdant de toute façon. Non, exactement. Tu l'as acheté. Puis tu sais, justement, tu as une bonne valeur avec les actions. C'est un coup de chance. Tu aurais pu aussi planter et perdre ce que tu avais mis dedans. Ça aurait pu effectivement être une compagnie qui exactement. Moi, j'ai une affaire à dire là-dessus. Tu sais, en bourse, faut pas que tu... Mettons que tu as un feeling, faut que tu mettes quand même le montant que je pense que tu es prêt à perdre. Tu es prêt à perdre, exactement. Parce que si tu mets toutes tes billes puis tu dis, j'espère faire... C'est comme les gens qui jouent au casino, tu sais. Ils disent, je vais remettre un autre 100$, je vais me refaire. Finalement, ils dépensent 1000, 2000, 3000$ en pensant que le prochain 100$ va compenser. Et c'est rarement le cas. Parce que le casino, c'est vraiment calculé. Sont contre toi. Ben oui, c'est ça. Tandis qu'en bourse, ben c'est ça. C'est un peu la même chose. Mais ton feeling fait que ça se peut que ça marche. Je pense que les odds sont quand même plus élevés qu'au casino. Avec des choix réfléchis. Oui, c'est ça, avec des choix réfléchis. Puis si c'est un peu diversifié, mais il reste que tu peux le perdre. Mais si tu as d'autres investissements dans d'autres secteurs de la bourse, ou dans l'immobilier, ou dans le... Tu sais, je pense qu'il faut diversifier un peu son affaire, mais il faut être prêt à perdre ce montant-là en disant, j'ai essayé, et on va trouver d'autres choses. Mais il ne faut pas arrêter de travailler, tu sais. Puis le fait que tu t'aimes,
ce que tu fais, ben, ça te dérange pas de travailler pour en faire d'autres argent, pour continuer à Parce que justement, aujourd'hui, avec tes actions, puis bon, tu es quand même quelqu'un qui, dans la vie, fait des choix judicieux, tu as quand même un peu d'argent de côté. Tu sais, le travail, c'est justement, tu continues par passion. Comment tu vois ta retraite aujourd'hui? Parce que tu pourrais dire que je lâche tout puis je m'en vais chez nous me croiser les jambes. Mais c'est pas l'idée, je pense. Non, c'est tellement pas l'idée parce que, tu sais, vu que c'est une passion, vu que c'est un hobby, ce que je fais dans la vie, j'ai pas le goût d'arrêter puis de me dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? » Parce que c'est prouvé, les gens qui prennent leur retraite, souvent, qui ont eu une belle vie professionnelle, ils ont plein d'amis, puis de connaissances, puis de collègues, puis de travail, puis là, soudainement, pouf, ça arrête tout ça. Puis là, ils dépriment, puis c'est souvent là qu'ils se développent des maladies, ou on sait pas, ou des affaires, puis là, ils dépriment, puis... Fait que les retraites durent pas longtemps après, parce qu'ils tombent malades, puis ils savent pas... Mais moi, je veux pas arrêter, puis je pense que je suis encore en pleine possession des moyens, parce que j'aime ça. Fait que l'idée, c'est d'en faire peut-être là encore de la même façon que j'ai toujours fait. Je me sens encore, je suis encore la même passion que quand j'avais 16 ans, je trouve. Fait que d'en faire encore 10, 15 ans encore, puis après ça, continuer à en faire, mais faire plus de voyages, espacer les contrats, continuer tant que le bon Dieu va pouvoir me donner la forme. Ben oui, c'est ça. Puis le goût aussi de le faire. Mais j'ai encore le goût. Fait que, c'est... Moi, j'ai pas hâte à la retraite. C'est pas comme un but de dire, moi, je connais des gens là, dans la vie, ils disent... 3 ans encore. 3 ans, c'est ça, 3 ans, 4 mois, 12 jours et 8 heures, puis là, je vais être en retraite. My God, si tu vis pour ça... Je comprends qu'il y en a qui n'ont pas le choix parce qu'ils ont travaillé dur, parce que, tu sais, il y a plein de contextes. Ils ont calculé qu'il faut qu'ils en mettent tant, puis qu'ils arrêtent à telle année, parce que sinon, ils arriveront pas. Puis souvent, ils n'ont pas eu la chance de savoir ce qu'ils voulaient faire jeune dans la vie, puis ils se sont mis à travailler dans un domaine où c'est très, très demandant physiquement. Fait que là, il faut qu'ils travaillent jusqu'à 65 ans, puis ça leur mine le physique. Puis je comprends, tu sais, puis c'est pas... je fais pas de reproche à personne en disant comment ça se fait que tu veux pas continuer à travailler. Je comprends qu'il y en a qui ont hâte d'arrêter parce que c'est très physique ou ils n'ont pas eu la chance de savoir ce qu'ils voulaient faire, puis ils font quelque chose qu'ils aiment moins. Fait que, tu sais, c'est sûr... mais si tu as la chance de faire ce que tu aimes, ben, continue à travailler le plus longtemps possible parce que c'est bon pour la santé, travailler, je pense. Tout à fait. T'es pas nécessairement quelqu'un qui investit dans l'immobilier, mais tu as quand même besoin, comme tout le monde, d'avoir une place pour habiter. Et t'es pas locataire, tu as décidé de t'acheter un condo, ça fait longtemps que tu es là. Parle-moi un petit peu de ça. Ben, j'ai été locataire, comme à peu près tout le monde, jusqu'à l'âge d'à peu près 30 ans. Je pense que j'avais 29 ans quand j'ai acheté mon premier condo. Puis moi, je viens de Ville-la-Salle, tu sais, en banlieue ouest de Montréal. Puis à côté, il y a Verdun, puis qui fait partie de Verdun, l'île des Sœurs. Puis à chaque fois que je passais là, je voyais l'île des Sœurs, je passais par le pont Champlain, par exemple. Je trouvais ça beau, je trouvais ça calme. J'ai décidé j'habitais dans le Vieux-Montréal avant ça. Puis dans le Vieux-Montréal, évidemment, avec les feux d'artifice qui commençaient, oui, là, des fois, je ne pouvais pas rentrer des soirs chez nous parce qu'il y avait trop de monde qui sortait après les feux d'artifice, après mon travail. J'étais obligé d'attendre de rentrer. J'ai décidé de sortir de ce coin-là. Puis j'ai investi à l'île des Sœurs, mon premier condo. Puis ça aussi, tu vois, c'est un feeling qui était une vision à long terme parce qu'aujourd'hui, là, il va y avoir une station de REM qui va arrêter là, il va avoir... ça prend beaucoup d'ampleur, évidemment. On parle de quasiment 20 ans plus tard, mais quand même, justement, tu l'as gardé dans 30 ans plus tard. Ouais. 30 ans plus tard, c'est vrai? Oui, 30 ans plus tard. J'ai changé de condo, mais le premier que j'ai acheté, j'ai fait levier avec un levier financier qui m'a permis d'emprunter encore davantage pour acheter mon deuxième, puis plutôt que de le laisser, je l'ai gardé, je le loue, et il me rapporte, il s'est payé tout seul. Fait que là, je me suis trouvé à avoir une plus-value. Un actif. Un actif, exactement. Puis ma mère aussi qui habitait Longueuil, qui voulait se rapprocher de nous, les enfants, et puis qui louait finalement à l'île des Sœurs. Puis à un moment donné, il y a eu des circonstances. Son propriétaire voulait avoir le condo qu'on louait pour sa famille, en tout cas. Et on en a cherché. Finalement, je me suis trouvé à en acheter un.
Un troisième pour moi, mais donc ça me permettait de lui offrir un loyer relativement bas. Ma mère a été obligée de travailler quand mon père est mort très jeune, là, puis elle a travaillé fort, puis quand elle est... j'ai eu la chance un petit peu de l'aider, comme elle nous a aidé beaucoup quand on était jeune. Tu sais, c'est donnant-donnant, hein, la roue qui tourne, puis à un moment donné, il faut, quand on peut retourner, remettre au suivant ou même au précédent, ben, ça m'a fait extrêmement plaisir. Puis là, tu vois, elle a 94 ans, puis elle est encore là, dans ce condo-là, autonome et seule. Fait que moi, je suis persuadé que ça prolonge sa vie aussi d'être dans ses affaires bien. Donc, tu vois, j'ai eu ce feeling-là. Et en plus, pour toi, donc ta mère est proche de toi, elle est bien, ça ne fait pas un loyer élevé. Puis toi, en plus, ben, tu as l'actif en arrière qui aujourd'hui s'est construit. Oui. Puis qu'il y a été un peu de chance aussi, mais que c'était un choix judicieux. On savait que c'était une place à Montréal qui était pour prendre justement de la valeur au travers des années. C'est ça. Ça s'est construit. C'est ça. Mais dans l'immobilier, là, c'est rare que tu perds. Une voiture, c'est un passif. Tu n'achètes pas ça pour faire de l'argent. Mais l'immobilier, c'est sûr que ça prend de la valeur. Évidemment, c'est pas ta résidence primaire. Qui va t'enrichir le plus, donc, c'est ça, parce que tu veux être bien dedans, puis justement, tu sais, il y a 3 affaires qui disent, hein, on le sait en immobilier, il y a 3 affaires importantes. On va dire en anglais, location, location, location. Parfait. Parce que... J'approuve. Parce que quand tu es à une bonne place, tu sais, après ça, tu peux faire des améliorations, mais c'est la localisation de l'endroit où tu es, la vue que tu as, comment c'est aménagé alentour, le paysagement, tout ça. Donc, ça, c'est un actif très fort. Oui, parce puis, que quand tu dis que c'est dur de se planter, c'est qu'en immobilier, tu achètes un actif, ou un placement qui vaut, je sais pas, 200-300 000, mais même s'il ne prend pas de valeur, ben, tu vas le revendre 300 000 ou tu vas le revendre 280 s'il perd de la valeur. Donc au final, si tu plantes, c'est pas se planter comme dans un auto ou à la bourse, ou si tu mets 100 000, tu peux te retrouver avec zéro. Il y a des avantages indéniables à la bourse, là, à l'immobilier qu'on n'aura pas dans d'autres domaines. Exactement. Exactement. Tu as tout à fait raison. Mais il faut quand même être prêt, ça aussi, à réinvestir un peu, parce qu'évidemment, il faut que tu l'entretiennes. Alors, si les gens pensent qu'ils investissent tout l'argent là, puis qu'il faut quand même penser que, justement, après, il y a les assurances, les taxes, les frais de condo. Exactement, qui augmentent. Puis dans ton cas aussi, tu t'es dit, tu sais, ça fait 30 ans que tu es là, ou à peu presque, puis au lieu de déménager avec le temps en te disant, je serais dû pour du nouveau, tout ça, tu as décidé, entre autres, de refaire une rénovation totale de ton condo. Tu as remis ça au goût du jour, tu t'es mis ça à ta façon. C'est ça. Donc, tu en as profité pour, au lieu de dire, je déménage, je perds mon actif, là, tu t'es dit, je vais juste l'améliorer, je me fais quelque chose que je suis bien, et je profite de ça encore. Tout à fait. Évidemment, quand on est jeune, puis qu'on a un premier condo, c'est tentant après ça, quelques années plus tard, d'en vouloir un plus gros, puis de faire levier, et puis d'être toujours endetté avec un plus gros à chaque 3 ans, 5 ans, on va dire. Puis là, bien évidemment, on n'en sort jamais, tu sais. On est toujours endetté, on est toujours dans le même principe. Exactement. De dire on pense que le condo, oui, il va nous permettre d'avoir une plus-value, on fait de l'argent avec, mais on profite jamais de cet argent-là, parce qu'on fait juste le mettre dans un plus gros, qu'on s'endette au maximum aussi, puis qu'on va juste... On ne réduit pas notre nombre d'années, finalement, parce qu'on reste toujours sur le même condo, puis profiter de la plus-value, puis dans nos poches, puis vivre avec des expériences, plutôt que de dire, on va s'acheter une plus grosse maison parce qu'on est moyen. C'est ça. Alors, finalement, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que l'argent que j'aurais réinvesti dans un nouveau condo avec l'argent du premier que j'aurais vendu pour m'en acheter un plus gros, j'ai pris cet argent-là puis j'ai rénové chez nous de façon à ce que ça soit vraiment... à ton goût. À mon goût, puis ça peut durer encore 20 ans, mais encore là, ça revient à ce qu'on disait tantôt. J'ai acheté du matériel de bonne qualité qui dure longtemps parce que ça évite de changer à tous les 3 ans, 4 ans, ou parce que t'as plus le goût. Donc, c'est ça, c'est d'investir intelligemment. Évidemment, on n'en sort pas, hein, parce que c'est sûr que vivre, ça coûte cher, puis ça coûte de plus en plus cher même, tu sais, là. Mais si on fait intelligemment, je pense qu'on peut minimiser les dépenses. Tu sais, comme les voitures électriques, c'est vrai que ça coûte cher à l'achat, mais plus tu la gardes longtemps, plus tu fais d'argent avec. Sur le temps
propriété de l'auto fait qu'il atténue le coût de départ qui est plus élevé, puis ensuite il n'y a aucun coût à peu près de relié à l'auto. Exactement. Et l'essence, ne serait-ce que l'essence qui est le plus évident, mais tout l'entretien, toutes les choses qu'on peut mettre sur l'auto et tout ça, ça disparaît à peu près en totalité. Et comme on a dit aussi tantôt, l'auto, même la mienne, garde quand même sa valeur dans le temps. Et dans mon cas, du moins, j'ai pas l'intention de la vendre non plus. Fait que même si ça perdrait de la valeur, l'auto est bonne pour des années. Comme elle s'use moins, elle peut être bonne 10 ans sans problème. Et Tesla ont l'avantage d'avoir toutes les mises à jour de l'auto. Donc l'auto, c'est comme si j'avais une nouvelle auto de temps en temps en rentrant avec une mise à jour. Fait que ça donne justement le goût de la garder longtemps puis de pas avoir d'investir d'argent dans une autre automobile. Plutôt que de changer à chaque 3 ans et dire qu'on a l'auto du jour. Ben, la mienne, je vais la garder 10 ans puis je vais être encore très heureux avec minimum. T'sais. Exactement, parce que de toute façon, quand tu changes de voiture, même si c'est une voiture le plus écologique possible, c'est que tu laisses une empreinte. Tu vas vendre ta voiture à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser, donc ça fait une voiture de plus sur la route. Ouais. Donc le plus longtemps on garde nos voitures, de moins d'autos il y a sur la route, dans le fond. Il y a moins d'autos, on ralentit le rythme de croissance des ventes de véhicules et donc d'autos sur la route. Fait que ça aussi, c'est important pour le cycle environnemental. Ça vient de tout ce qui est marketing, qu'on est une société de consommation. Il faut absolument avoir l'auto de l'année, une grosse maison, une auto pour la femme et tout ça. Une TV dans sa toilette, une TV dans sa chambre, une TV dans sa... Fait que ça aussi, avec un seul téléphone ou écran, portatif, et 2 télé à la maison, je pense qu'on peut faire longtemps avec ça. En fait, c'est ça qu'il faut tendre à faire, je pense. Là, on change un peu, puis il faut... c'est sûr qu'on est dans une société de consommation, qu'on est en Amérique du Nord, qu'on est bombardé de publicité mais si on y pense intelligemment, on peut bien vivre et vivre de façon relativement luxueuse, dans le sens où être bien dans la vie, être très bien, sans changer toutes nos choses à chaque 2-3 ans. C'est ça, exactement. On n'est pas obligé d'être consommé pour être heureux. C'est ça, exactement. Donc, Pierre, on s'est rencontrés nous-mêmes en 2009, ça fait assez longtemps, 2009, 11 ans? Oui, à peu près. Aïe, c'est fil, hein? Oui. C'était, entre autres, parce que tu étais venu donner une conférence, justement, à Jonquière. Oui. Là, on est à Trois-Rivières aujourd'hui parce que tu t'en vas donner une autre conférence tout à l'heure, cet après-midi. C'est ça. Donc, pour toi, c'est quoi l'importance de redonner et d'inspirer les gens? Bien, tu sais, comme je disais tantôt, on a tous avantage à avoir un mentor, avoir quelqu'un qui nous guide, avoir quelqu'un qui nous... Puis moi, je trouve ça important d'en avoir eu 1, 2, tu sais, comme je disais tantôt. Mais moi, je pense que c'est important aussi de le faire. Moi, j'ai étudié à Jonquière en technologie des médias. Je pense que j'ai pris des stagiaires à chaque année depuis que je suis sorti. Puis aussi, de faire des conférences, d'y retourner, puis de parler aux gens. Parce que les gens, en études, tu sais, c'est pas une science exacte, hein, la production télé, ou la production de film, ou whatever. C'est de l'art. C'est de l'art. Donc, il y a beaucoup de bonnes façons de faire ce métier-là. C'est pas comme en sciences ou en mathématiques où 2 plus 2 égale 4, puis c'est bien rare que ça change. mais donc, les gens aiment ça, savoir s'ils sont sur le bon chemin. On jase. Pour moi, c'est vraiment pas des conférences. Plus tu le sais, c'est des dialogues avec les gens qui assistent à la conférence. Moi, je parle de ce qui les intéresse, puis pour le savoir, il faut que je leur parle aussi, pour savoir ce qui les intéresse, puis de leur parler de ça. T'sais, souvent, il y a des stress dans la vie qui sont pas bons, des stress qui paralysent. Moi, j'ai transformé ce stress-là, à place de me paralyser, ça me donne un coup de pied dans le cul. Ça me donne le goût de le faire. C'est un stress, c'est un petit peu comme, j'imagine, l'adrénaline d'un skieur de compétition. T'sais, puis, mettons, tu fais du downhill ou tu fais le ski, le jump, le saut à ski, là. Ça doit être quand même la pression. Tu t'entraînes pendant 4 ans, puis là, tu fais un saut, c'est ce saut-là qui compte. Et je me rappelle toujours de quelque chose que René Angélil disait. Ça m'est resté aussi. René Angélil disait « Faut être bon quand ça compte. » Faut être bon quand ça compte. Faut être bon quand ça compte. Puis, il n'y a pas de 56 façons de devenir bon quand ça compte. C'est de le faire souvent. Puis quand ça compte, ben là, tu l'as fait tellement de fois que tu dis « Bon, ben, ça peut pas être tellement différent de la fois précédente. »
Ben, merci Pierre. Écoute, Grand plaisir. merci bien. Moi, ce que je veux faire, les vidéos, en ce moment même, c'est pas encore monétisé. C'est-à-dire que YouTube, je fais pas d'argent avec ça pour l'instant. Ben non. Peut-être dans le futur. C'est à souhaiter. Oui, ben quand même. Je suis une chaîne sur la finance, fait que je me verrais mal de dire que je le fais à perte pendant bien des années. C'est ça. Éventuellement, je veux quand même que ça devienne bénéfique, mais je veux aussi que ça devienne bénéfique pour plus que moi. Oui. J'ai une série avec les jeunes dont les profits, je les remets à l'école pour aider les jeunes dans leurs cours financiers. Et toutes les vidéos que je fais avec les entrepreneurs comme toi et tout ça, j'ai envie de redonner ça à des fondations ou des causes que l'entrepreneur appuie. Je pense que c'est une des bonnes façons dans la vie, justement, de remettre à son prochain. Absolument. Puis, comme tu as dit, moi aussi, je le fais par passion, ce que je fais. Fait que j'ai pas besoin de retirer les bénéfices financiers pour avoir quelque chose en retour de tout ça. Je le fais parce que j'aime ça. Ouais. Je veux que, justement, les profits de tout ça potentiel soient remis à quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu veux voir comme ça? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans la vie à partir de ça? Regarde, facilement, là, ça fait 30 quelques années que je suis impliqué au niveau du Téléthon Enfants Soleil, Opération Enfants Soleil, qui est un service vraiment essentiel, à mon avis, pour les enfants malades. Ça aide les hôpitaux à acheter, à acquérir des équipements qui ne pourraient pas se payer autrement. C'est bon pour les parents, c'est bon pour les enfants. Il y a toute une organisation. Le Téléthon Enfants Soleil, c'est l'aboutissement de l'opération Enfants Soleil. Fait que tout au long de l'année, il y a des levées de fonds, il y a puis moi, je suis impliqué au Téléthon. Puis je trouve que c'est très important, cette cause-là. Donc, moi, j'aurais tendance à essayer d'en donner plus au Téléthon Enfants Soleil. Ben, ça va me faire plaisir de remettre éventuellement un montant au Téléthon Opération Enfants Soleil. On fera le suivi là-dessus. Si la vidéo vient qu'à avoir des petits au niveau financier ou quoi que ce soit, ça sera remis à la Fondation en ton nom et en mon nom et ton nom. Donc, merci beaucoup. Ben, c'est un grand plaisir. Bonne route. On est bien parti. Ouais. Et puis, bonne continuité, toi aussi, Rémi. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bon, eh bien, je suis bien content de cette discussion que j'ai eue avec Pierre. Ça a été une belle rencontre, comme toujours inspirant. Et j'espère que vous avez aussi beaucoup apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne aussi pour voir les prochaines rencontres que je fais avec les entrepreneurs ou les capsules portant sur l'immobilier et la finance. Donc, j'espère que vous avez été inspiré et que ça va vous aider à passer à l'action. Merci de votre écoute. À la prochaine.